Merci Alain. Je tiens à préciser que si j'ai pas mis ma plus belle cravate pour vous, c'est pas parce que vous n'êtes pas BFM TV, c'est parce que je savais qu'Alain Mabankou allait être sapé comme jamais et que de toute façon je pourrais pas rivaliser. Donc j'ai pris un pull roulé noir classique, une chemise, voilà. Je ferai une intervention un peu que sais-je, 120 pages, c'est-à-dire assez courte. Euh, D'abord parce que je suis un petit peu malade, je vous l'avoue, mais je ne pouvais pas décommander, comme tu l'as dit, un blanc pour parler des Noirs au Collège de France. Je pense que c'est un seul moment historique dans le siècle. On va donc j'en profite, mais aussi parce que beaucoup de choses ont déjà été dites et brillamment, et il faut aussi réserver, j'imagine, un temps pour l'échange. Alors, le sujet, je trouve, ce qui est intéressant, c'est que tu nous as proposé ce matin des échanges sur la littérature, mais écrire la France noire, ça concerne aussi l'écriture historique. Et donc là, on réfléchit aussi en tant qu'historien chercheur, aussi en tant qu'historien enseignant, sur l'écriture de cette France noire. Ça n'aurait pas présenté le même intérêt, évidemment, d'écrire l'histoire du Sénégal noir ou l'histoire du Congo noir. Donc, évidemment, on est là dans une histoire de majorité-minorité, c'est-à-dire l'histoire d'une minorité. Et donc, ça a un sens, évidemment, en France, ça a un sens aux États-Unis. C'est ce qui ne passe pas, c'est-à-dire l'historien, il s'intéresse non pas au passé, mais à ce qui passe ou à ce qui ne passe pas dans le temps. Et pour le coup, ce qu'on peut déjà souligner, c'est qu'on n'a pas de département structuré dans ce dont on est en train de parler. On parle là de choses, mais si on avait fait le même colloque il y a 10 ans, je ne dis pas qu'on aurait eu la même quantité de travaux, mais je rappelle qu'aux États-Unis, vous avez les départements de African American Studies, et si on prend l'ensemble des Ethnic Studies, c'est des centaines de départements. Hein. Rien que sur les Native Americans, c'est plus de 50 départements aux États-Unis. Et en France, évidemment, là, ça n'émerge pas. Donc, c'est plusieurs raisons à cela. Je pense qu'effectivement, quand d'abord l'existence aux États-Unis des droits civiques dont nous parle Pape Diaye, ces droits civiques, ça a été la possibilité de voter, ça a été la possibilité de se marier entre noir et blanc, ça a été, mais c'est aussi la possibilité de se connaître. C'est-à-dire que les droits civiques ont fait pression, fin des années 60, début des années 70, sur l'ouverture dans les universités de départements pour connaître son histoire. Et ça, c'est quelque chose... alors on pourra y revenir aussi dans les écoles américaines, l'enseignement dont parlait Pascal Banchard, qui n'est pas encore fait dans nos écoles, ouvrir le récit national à l'ensemble des héritages de la nation, mais à l'université, permettre aux chercheurs de travailler sur ces sujets-là. Et c'est vrai que si on regarde un petit peu les travaux, il y a les ouvrages, il y a l'ouvrage évidemment de Pascal Blanchard, il y a la condition, alors je parle du Paris noir, historiquement, là on est sur, ça fait 15 ans maintenant, je parle de la France noire, l'ouvrage La condition noire de Pape Diaye, mais ce sont des parties émergées d'un iceberg qui n'a quasiment pas de partie immergée. C'est-à-dire le nombre de thèses sur ces questions-là. On m'a par exemple interrogé il y a 48 heures sur la question du blanchiment de la peau. Je me suis plongé sur le nombre de thèses. Le nombre de thèses en France, il y a une thèse au Congo, il y a très peu de travaux sur toutes ces questions-là. Donc, pour le moment, il n'y a pas... c'est un peu décevant peut-être de le dire comme ça, mais on n'a pas tellement de résultats sur cette question. On a beaucoup de questions, mais pas beaucoup de résultats. Et c'est un peu par effraction qu'on fait travailler nos étudiants sur ces questions. Moi, je suis dans le département sciences de l'éducation. Donc là, je viens de faire soutenir une thèse sur la réussite des enfants d'origine africaine dans l'école française. Mais en sciences de l'éducation, et c'est un peu par effraction. Une thésarde, Massou Massila, qui vient de soutenir sa thèse. Qui aurait sans doute, si le département d'Ethnic Studies avait existé, se serait plongé dès le début sur ces questions-là. Mais elle travaille en sciences de l'éducation et elle choisit un thème qui l'intéresse, qui la concerne. Mais là encore,
Si dans 10 ans on se revoit, est-ce qu'on aura beaucoup plus de travaux? Est-ce qu'on sera capable de dire combien il y a de Noirs en France? Aux États-Unis, dans le recensement, vous savez qu'en 1er avril 2010, 12,6% de la population est africaine-américaine. Bon. Donc il y a évidemment des lourdeurs tenant à l'université, mais évidemment à l'ensemble de la République française et à l'accusation d'ethnicisation lorsque vous travaillez sur ces questions-là. La première question... Alors, je regarde aussi la deuxième partie de ce que tu nous as proposé, c'est-à-dire la diversité en question. Là aussi, le constat est assez pessimiste. Dans l'université française, peu de questionnements sur... Alors, la diversité, ça met à distance, on va dire nos diversités. Peu de questionnements sur ce sujet-là. Je vous donne un exemple. Moi, je travaille dans un SP, je fais la formation, je m'occupe de la formation des profs, des CPE. Dans les instructions officielles, il y a maintenant pour les profs la nécessité de prendre en compte la diversité des élèves. Or, vous n'avez pas de module de formation sur comment prendre en compte la diversité des élèves. Donc, c'est dans les textes de l'éducation nationale. Cette diversité, il faut la prendre en compte, mais vous n'avez pas de formation. Alors, en revanche, vous avez énormément de formation sur la question de la laïcité aujourd'hui. Alors peut-être parce que la question de la diversité est peut-être perçue comme un élément de division ou de balkanisation de notre société. Alors il faut le retirer des textes, si on considère ça comme ça, et que la laïcité est considérée comme pouvant peut-être faire du vivre ensemble. C'est peut-être ça qui est sous-jacent. Mais en tout cas, ça n'existe pas, ou là encore par effraction, si un formateur décide de prendre le chemin de cet enseignement. Alors, on en a beaucoup, je vois Françoise Vergès, on a beaucoup travaillé ces questions-là sur la question de l'esclavage. Le fait d'introduire la question de l'histoire de l'esclavage dans les programmes scolaires ne suffit pas si la formation des profs derrière n'arrive pas. Hein. On a beaucoup d'enseignants qui nous disent moi, je demande à mon collègue qui est d'origine africaine de venir dans ma classe pour me parler de l'esclavage, ce qui n'a absolument aucun sens parce que ni l'un ni l'autre n'ont de toute façon eu de formation, pas plus celui qui est d'origine africaine que celui qui ne l'est pas. Les questions à se poser aujourd'hui, je pense, pour l'ouverture de ce champ de recherche qui n'est encore pas structuré en France, c'est d'abord la question du rapport à l'origine qui a été posée plusieurs fois autour de ce mot de diaspora. Est-ce qu'on est noir en France? Est-ce qu'on est africain? Quelle est la terminologie? Derrière ces questions de sémantique, il y a la question du rapport à l'origine. Et comme l'a dit, je crois, Rokhaya à un moment donné, ou je ne sais plus, peut-être pas, c'était la question aussi de la sémantique qui essaie d'agripper plusieurs identités. Alors la notion d'afropolitain, la notion d'afropéen, qui essaye d'aller chercher à la fois l'origine, c'est-à-dire l'élément de diaspora, le lien avec le continent, le pays d'origine, et les réalités qui sont vécues dans le pays où l'on est né, etc. Ça, c'est le premier élément. Alors, c'est évidemment important en France. La question se pose aussi aux États-Unis, de la question, même chez les Africains-Américains. Il y a, vous vous souvenez peut-être, en 2011, de ce candidat américain, Herman Cain, républicain, qui, dans la primaire, avait dit « Call me black American, not African American ». Je ne suis pas un Africain américain. Il dit « Moi, je suis black American, first, black, conservative ». Donc noir et pas africain-américain. Alors il redisait, je sais que les ancêtres sont venus d'Afrique, mais enfin moi, la plupart de mes ancêtres sont en Amérique. Et donc, d'ailleurs, dans le recensement américain, c'est intéressant parce que vous avez Black et African American. Donc, vous répondez Black et African American. Ceux qui sont plus pour African American, c'est-à-dire le lien diasporique, peuvent répondre. Et ceux qui disent Black, et voilà, moi, ma réalité, c'est celle de la communauté noire américaine, et mes ancêtres sont américains, eh bien, ils répondent aussi dans ce recensement. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, pourquoi je parle d'Herman Cain, il dit pour certaines personnes, c'est acceptable de dire africain-américain, mais moi, je ne suis pas certaines personnes.
je suis moi-même. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisque évidemment, ça met en avant le fait que l'identité, personne décide évidemment de l'identité des uns ou des autres, pas plus le chercheur que personne. Donc la question, c'est écrire la France noire, mais est-ce qu'il y a des gens qui se considèrent comme noirs en France? Déjà se poser la question, pouvoir travailler sur cette thématique, pouvoir interroger, recouper avec la question du genre, la question générationnelle, la question du fait de savoir si on est né ici ou si on est né dans un pays d'Afrique, par exemple. Ça, c'est des choses qui... Deuxième thème dans cette recherche naissante, c'est la question des pratiques. C'est-à-dire que cette identité, c'est aussi une identité en pratique. Combien aujourd'hui de projets de vie, d'activités rendent-elles compte, notamment chez les jeunes générations, de ce rapport à l'identité? Donc, beaucoup d'associations de jeunes, là, je parle de projets qui sont mis en place, et là, il n'y a pas c'est pas une définition de son identité, c'est une définition en action, en disant, voilà, moi j'ai ce projet-là de, je sais pas, proposer une série à une télé nationale sénégalaise parce que mes parents sont nés au Sénégal, ou etc., hein, de projets de cet ordre-là. Troisième chose, c'est la question de la représentativité. D'ailleurs, quand vous faites Noir de France sur Internet, c'est intéressant, vous tombez sur une page Wikipédia où très rapidement on vous parle du CRAN 2005. On vous dit Noir de France, c'est arrivé avec l'association, avec ses ouvrages, etc. Donc, catégorie de résidents d'origine, d'ascendance africaine, subsaharienne ou ultramarine. Et très rapidement, d'ailleurs, on se souvient que lors de la création du CRAN en novembre 2005, assez rapidement, des associations, elles plutôt d'origine ultramarine, ont dit mais cette identité ne nous convient pas du tout. Nous, on n'est pas des Noirs de France, on est ultramarins, etc. Et ça, cette enquête et cette étude sur la représentativité, elle est de mon point de vue aujourd'hui à réfléchir avec la question du numérique, ce qui se passe notamment sur les blogs, les portails. Je pense évidemment à Noir et Fier, donc là on est sur une nouvelle génération. Et puis évidemment aux États-Unis, vous vous souvenez de Black Lives Matter Movement, enfin vous vous souvenez, c'est en cours, qui est parti en 2013 autour d'un hashtag. Donc il y a de nouvelles formes de mobilisation, et il ne faudrait peut-être pas simplement se dire il y a un problème de représentativité, parce que par exemple en France, les ultramarins, les Africains, puis entre les Africains, Sénégalais, Maliens, etc., c'est pas possible la représentativité par rapport aux États-Unis, où il y a une racine commune, descendants d'esclaves, etc. Il faut aussi penser qu'on est dans un moment où tous les corps intermédiaires sont en crise de représentativité. Autant les syndicats, les partis politiques que des associations. Pourquoi seraient-elles plus représentatives? Donc c'est pour ça que je pense que cette question aussi du numérique est intéressante pour le chercheur ou les futurs chercheurs. Évidemment, dans un dernier temps, c'est la question de la discrimination qui m'apparaît centrale. Dans la condition noire, il me semble que Pape avait défini, je pense, de manière intéressante, les Noirs de France comme un groupe de personnes ayant en partage l'expérience sociale d'être considérés comme noirs. Et c'était intéressant cette définition parce que c'était pas de se considérer comme noirs, mais d'être considérés comme noirs. Et donc là, le code fédérateur, c'est être vu comme noir par les autres. C'est l'expérience partagée. Et là, pour le coup, ça transcende les différences, par exemple, d'origine sociale. Vous avez parlé d'Obama à un moment donné. Quand Obama se prononce contre la discrimination positive, enfin affirmative action, on lui dit mais vous avez jamais connu le racisme, d'accord, vous sortez d'Harvard, très bien. Et il dit si, je me souviens du temps où on me prenait pour un voiturier et où on me donnait les clés, etc. Donc ça veut dire on n'échappe pas à cette discrimination, quelle que soit en fait quelle que soit sa place dans la société. Et évidemment, là, la question, c'est travailler sur le blackness, c'est travailler sur le whiteness, c'est-à-dire travailler sur la blanchitude, la question blanche, évidemment. Donc là, je demande beaucoup de choses parce que si effectivement on n'a pas si on a des départements d'études ethniques, il faut effectivement travailler aussi sur cette question-là. Je pense, alors là c'est pareil, hein, sur l'iceberg, on a un ouvrage notamment en 2013 sur de quelle couleur sont les blancs, l'ouvrage de Sylvie Laurent, mais assez peu de travaux de recherche, de thèse sur le regard blanc, sur ce que c'est que d'être blanc, etc., dans ces sociétés de majorité et minorité.
D'ailleurs, il y a un texte qu'il faut que vous, dans cet ouvrage qui est fondamental de Léonore Amiano, elle était peut-être là ce matin, ou elle est peut-être là, je ne sais pas, qui dit c'est toi qui as dit noir, c'est toi qui as fini par croire qu'un humain pouvait être blanc. Un de ces quatre, il faudra que tu te poses la question, que tu te demandes ce qui t'a pris. Pourquoi inventer cette vision de toi ? Et donc, j'en arrive à mon deuxième point rapide, c'est la question du récit commun. La recherche est importante, se connaître soi-même est important. Et l'autre question qui m'apparaît fondamentale, c'est comment on crée du commun à l'intérieur de notre société. Là, pour le coup, notre société française. Alors, deux choses. La première, c'est le rôle de l'école. J'ai déjà parlé des programmes scolaires, des manuels, de l'importance. C'est quand même l'école qui a construit l'identité nationale française autour d'un récit historique. Vous vous souvenez, c'était le fameux « Nos ancêtres les Gaulois ». Alors aujourd'hui, à l'école française, il n'y a plus les Gaulois, et il y a encore un peu les Gaulois quand même, mais il n'y a plus du tout nos ancêtres. Donc on n'enseigne pas le récit. Les années 60 sont passées par là. Il y a sans doute une question à se poser sur est-ce que l'histoire à l'école, c'est uniquement la transmission d'un esprit critique ? D'ailleurs, de quelle manière on l'enseigne, cet esprit critique, aujourd'hui, avec les médias, les chaînes d'information continue, sans doute qu'il faut renouveler aussi cette approche-là. Mais est-ce qu'on construit autour d'un récit commun ? Est-ce qu'on continue à dire « nous » à l'école de la République ? Et quels ancêtres on se choisit ? Évidemment, si on décide qu'on refait du récit commun, il va falloir reconstruire, réécrire un récit national autour d'ancêtres qui sont différents, évidemment. Ça nécessite un gros travail de réécriture, mais sinon on se retrouve avec des élèves qui n'ont pas vraiment le sens de ce qu'on leur apprend. Soit ils disent, c'était un ouvrage que j'avais écrit, mais c'était en 99, nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. Soit ils disent, bon, c'est bien gentil, on sait que l'histoire géo, ça sert à avoir des bonnes notes en histoire géo et à être là pour être là. Mais ils ne se sentent pas concernés par le récit qu'on leur fait de cette histoire d'un pays qui n'est pas le leur, puisqu'ils ne voient pas de gens qui leur ressemblent. Rokhaya parlait des médias. Au quotidien, les enfants, ils sont confrontés à une école où ils peuvent aussi trouver dans l'histoire de ce pays des personnages qui leur ressemblent ou qui ne leur ressemblent pas. D'ailleurs, je terminerai peut-être sur quelque chose d'extrêmement inquiétant. C'est une enquête d'une de mes étudiantes sur la perception du racisme dans un certain nombre d'établissements scolaires et d'établissements classés, vous savez, ZUS, de lycées, de collèges difficiles, d'établissements difficiles. Quasiment aucun enfant de ces collèges a la perception d'avoir eu à vivre du racisme. On va dire que c'est extrêmement positif. Oui, si les enfants n'ont pas vécu le racisme, c'est quelque chose d'absolument formidable. Ça veut dire que la France est un pays où le racisme n'existe pas. En fait, quand on va creuser les causes explicatives de cela, on se rend compte qu'on se retrouve dans des établissements où les enfants n'ont pas de rencontre avec d'autres qu'eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont des collèges qui sont en vase clos. Pour subir le racisme, il faut sortir de ce que certains ont appelé l'apartheid scolaire, et donc aller sur des sphères sociales où vous êtes en relation avec d'autres personnes. Et là, les enfants disaient, ben non, on est entre nous. Et ce phénomène-là, qui touche évidemment les Noirs de France, mais qui touche, on a fait récemment un ouvrage sur la question des musulmans à l'école, où vous avez certaines maternelles, on parle vraiment de maternelles, où vous avez 95% d'enfants musulmans. Bon. On ne parle pas d'écoles confessionnelles, mais d'écoles, ou des écoles confessionnelles, d'ailleurs on ne trouverait pas 95% d'enfants musulmans, parce que vous avez des enfants qui ne sont pas musulmans. Donc là on parle de l'école publique de la République française, où on dénonce le communautarisme, etc. Et donc c'est à côté d'écoles maternelles où vous avez l'inverse, 95% d'enfants qui ne sont pas musulmans.
Donc c'est cette question qui m'apparaît extrêmement inquiétante de cet apartheid, de cette ségrégation. La question des médias, évidemment, et Rokhaya l'a bien dit, qu'est-ce qui fait qu'effectivement, quand on prononce le mot nègre à la télévision française, il y a aussi peu de réactions. Même on justifie même en disant, alors il y a un professeur américain qui disait, qui réagissait à ça en disant, pour cette ministre, qu'elle s'aperçoive que ce mot nègre, d'ailleurs aux États-Unis, vous savez, c'est le N-word, on ne prononce même pas le mot, hein, c'est le N-word, le mot qui commence par N, c'est le mot qu'ont entendu des générations de citoyens noirs américains qui, juste avant de mourir, les lynchages, etc. Donc c'est le mot de l'insulte. Et s'il a été prononcé de manière réactive, il faut rappeler, je vois Françoise qui est en face de moi, qui a participé à ce documentaire, Le Nègre fondamental, en 2007. Rappelez-vous de ce que disait Césaire. Quand je parle de négritude, quand j'ai parlé de négritude, c'était pour répondre aux racistes, qui nous considéraient comme des riens, comme des nègres. Eh bien non, il dit eh bien non. Nègre vous m'appelez, eh bien oui, nègre je suis, n'allez pas le répéter, mais le nègre vous emmerde. Et ce qui est très intéressant dans cette phrase, c'est le eh bien non, eh bien oui. On voit dans quelle démarche se trouve Aimé Césaire lorsqu'il s'approprie ce mot et qu'il le renvoie à la figure du raciste. Ça fait à peu près 5 minutes que je vois des mouvements de main de Alain sous la table qui me dit « T'as beaucoup trop parlé, t'as explosé ton temps de parole. » Donc, je vais parler après. Oui, je minute ça. Merci à toi.